bonsoir à tous. Désolé pour l'attente. Là, c'est bon, on est fin prêt pour ce workshop sur les chatbots. Donc, bienvenue. Vous êtes ici ce soir au Wagon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de code qui est mis au point un programme de 9 semaines très intense pour apprendre à coder et être capable, à la fin des 9 semaines, de créer son propre site internet, sa propre application web ou même son propre chatbot. Donc, tous les gens que vous voyez derrière, là, par exemple, ce sont ceux qui sont en train de finir leurs 9 semaines de formation et c'est leur dernière semaine. Donc, voilà. Ils sont en train de travailler sur leur projet qu'ils vont présenter vendredi, ici. C'est un événement public. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, maintenant, j'ai laissé la place donc, à nos 3 invités de ce soir. Florian, Pierre-Edouard et Willem. Donc, Pierre-Edouard, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Peut-être pour dire pourquoi vous êtes là ce soir. Et puis ensuite, je vais introduire le sujet. Vas-y, je prends le micro. Moi, c'est Willem. Je suis fondateur de Epic Bots, qui est un studio qui développe des bots. Donc, on aide les grandes marques françaises à créer de nouvelles expériences, de nouveaux services dans Facebook Messenger. On essaie de faire du super custo, tout ce qu'ils veulent, et on essaie de les accompagner de A à Z, donc de la conception où on regarde les objectifs business, on définit la personnalité du bot, on définit les services que vont fournir le bot, les contenus du bot. Ensuite, on fait tout ce qui est développement de l'application, des interfaces avec des services externes, et on fait toute la gestion de l'application en production. L'analyse de ce que font les utilisateurs des bots pour pouvoir améliorer les bots. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait et ça fait super plaisir d'être là, de discuter un peu de bots en se focalisant un peu sur les aspects techniques et produits. Voilà. Très content d'être là. Merci William. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Pierre-Edouard, PE, ça marche très bien aussi. Donc moi, je travaille chez Recast.ai. On est une jeune entreprise qui a été fondée il y a 1 an et demi par des gens de 42 et Patrick Joubert, notre CEO, qui a plusieurs années de banking derrière lui. Donc nous, ce qu'on fait chez Recast.ai, c'est qu'on met à disposition des développeurs et des corporates, j'insiste sur les deux, une plateforme pour permettre de créer des chatbots beaucoup plus facilement. L'idée, c'est comment on fait 10 fois plus vite, 10 fois moins cher, avec une technologie 10 fois plus efficace. Et je suis ravi d'être là ce soir pour vous expliquer, je parlerai lors de la première partie, de pourquoi les chatbots et de quoi c'est fait un chatbot. Bonsoir, moi c'est Florian. Du coup, moi j'ai créé un chatbot en fait sur les transports en commun à Paris. Et moi j'ai pas utilisé la solution de Pierre-Edouard, donc j'ai mis 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie. Et je vais essayer de vous faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé et dialoguer aussi avec vous pour échanger sur vos impressions et comment on peut faire pour faire avancer un peu les chatbots. Voilà. Donc très rapidement, je voulais vous demander, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà construit des chatbots? Levez la main. Ok, d'accord. Et d'autres qui souhaitent le faire? Ok, très bien. Donc très bien. Pour vous expliquer un petit peu plus, donc évidemment les chatbots c'est un sujet qui est assez brûlant en ce moment, donc on voulait faire une petite série d'événements. Ce soir c'est le premier d'une série de 3 événements. Donc ce soir ce sera plus un guide, des guidelines, pourquoi les chatbots et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir en construire. On fera un deuxième événement un peu plus tard, donc qui s'appellera donc développer un chatbot sans coder. Donc le but c'est de pouvoir prototyper un très rapidement, sans forcément avoir des compétences en code. Et on fera un 3e workshop dans la foulée, qui lui sera développer un bot comme un pro. Donc il faudra quelques compétences techniques, ce sera pour ceux qui savent un peu coder et qui veulent aller plus loin. Voilà, donc je laisse la parole aux invités. Très bonne soirée à tous. Donc juste pour vous faire un petit récapitulatif de comment ça va se dérouler ce workshop. La première partie, c'est pourquoi les chatbots, parce que je pense que c'est une question qui n'est pas forcément évidente. Donc on vous expliquera pourquoi c'est émergent en ce moment, pourquoi ça explose et pourquoi c'est utile. Il n'y a pas des chatbots qui servent à quelque chose, des chatbots qui servent à rien, on va être honnête. Deuxième chose, c'est les API pour développer un bot. Donc là, on va vous expliquer un peu les différentes parties qui composent un bot. Donc je vais m'occuper de ces 2 premières parties et ensuite Willem et Florian vont vous faire les astuces pour développer un bot et un retour d'expérience sur eux, leur manière et la manière dont ils ont conceptualisé un bot au départ et comment ils ont fait tout de A à Z. Donc voilà.
On passe sur... Désolé, on passe sur les slides brandés Recast, sinon c'est pas rigolo. Ok, donc, excusez-moi, je prends mes notes, je suis un peu fatigué, grosse journée, comme toutes les semaines. Tout d'abord, pourquoi l'émergence pour les chatbots? Donc c'est un sujet qui est, on va dire, qui est né l'année dernière. Je pense que le jour où ça a vraiment explosé, c'est Facebook Messenger qui annonce à la F8 Messenger, c'est pour faire des bots. Et là, boum, tout le monde se réveille, nouveau marché. Si tu veux. Donc, en effet, on se rend compte que la majorité des personnes passent leur temps à parler, à discuter, ce qui n'est pas complètement anormal parce qu'on est tous des humains. Et un humain, ça fait quoi? Ça discute, ça parle. C'est quand même notre premier langage pour s'exprimer et dialoguer avec des autres. Okay, donc c'est un langage naturel. Et ça, c'est un point très très important. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le slide pour faire une courbe, hein, mais c'est pour que vous voyez bien ce qui se passe quand même dans la planète. Alors en plus, c'est jusqu'à mi-2015, on est quand même début 2017 maintenant. On se rend compte en fait que la majorité des gens passent beaucoup plus de temps sur des applications de messagerie que sur des réseaux sociaux. Okay, donc on voit que les applications telles Messenger, WhatsApp, WeChat, Line, on va pas toutes les citer, ont dépassé en termes d'utilisation quotidienne les applications de réseaux sociaux. Donc ça, c'est le facteur qui fait que les chatbots deviennent un segment intéressant. Parce qu'on va là où les clients sont. C'est aussi con que ça. Deuxième chose, c'est... donc, juste pour terminer sur le slide d'avant, c'est les applications de messagerie sont d'autant plus intéressantes que qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant tout le monde a un smartphone, vous avez tous des centaines de milliers d'applications sur votre smartphone, et que quand vous voulez aller sur l'application de la Société Générale qui se trouve en 15e page, ça vous fait 15 slides pour ouvrir une application. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, toutes vos applications de messagerie, généralement, sont sur la première page. Okay, donc typiquement, on discute avec beaucoup d'équipes marketing de très très grands groupes mondiaux, et c'est comment j'arrive à choper mes premiers pixels sur la première page d'accueil de mon iPhone. Okay, c'est super compliqué. Sinon, c'est un effort pour aller obtenir une information. Donc voilà, juste pour vous expliquer, c'est un peu les applications de messagerie qui drivent la demande des chatbots. Donc après, un petit mot sur l'industrie du chatbot. Donc ça s'est développé assez rapidement. Il y a pas mal d'acteurs. On va dire il y a 2-3 types d'acteurs différents. Les premiers acteurs, c'est des acteurs, on va dire, un peu comme Recast, qui font, on va dire, une technologie faite maison, entre guillemets. Donc on appelle test, nickel, pardon, plus de piles. Donc qu'on appelle Natural Language Processing, donc c'est traitement automatique du langage naturel en français. Donc ça, c'est pour vous permettre de créer des chatbots. Après, vous avez, on va dire, un autre pan sur la façon de créer des chatbots qui vont être plus, par exemple, genre des Chatfuel, des Motion.ai, des Meya.ai, qui en fait sont des technologies qui n'implémentent pas de Natural Language Processing, mais qui vous permettent de prototyper un bot très rapidement en faisant du drag and drop. Donc c'est très bien. Je pense que c'est pas le même public que le premier segment. Pour ceux qui connaissent, j'aime bien dire que c'est un peu Wix versus OVH. On peut faire des sites très bien, très vite avec Wix, mais on ne fait pas les mêmes sites avec OVH. C'est peut-être plus compliqué et plus long. Mais voilà, c'est un peu la différence. Et après, on va dire qu'il y a un troisième type du coup, qui arrive dans la bot industry. C'est un peu la même manière des applications, des sites web. Vous avez des agences qui deviennent des bot agencies et qui font des bots. Donc ces agences, a priori, n'ont pas de technologie, mais utilisent des technologies externes, type Chatfuel ou type, je sais pas, API.ai, We.ai, Louis.ai ou Recast.ai, par exemple, pour faire des chatbots. Donc voilà, c'est un peu une overview de l'industrie des chatbots en ce moment. Je vais juste terminer du coup sur l'industrie, c'est pourquoi ça a un impact. Je vais juste vous donner un petit use case super simple. Vous prenez une banque, au hasard BNP Paribas, qui dépense en support client des centaines de millions d'euros par an pour du call center pour des gens qui posent toujours la même question. Comment je change ma carte? J'ai perdu ma carte. Est-ce que je suis assuré si je vais à l'étranger? J'ai perdu mon PIN. Est-ce que je peux me faire livrer un chéquier? Genre, c'est tout le temps la même chose. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que typiquement sur des cas de support client, vous avez 20% des questions qui représentent 80% de la masse. Et donc derrière, vous avez des humains qui répondent
Et objectivement, l'humain n'a aucune valeur ajoutée. Et le gros problème de l'humain, c'est que c'est pas scalable. Okay, c'est con, mais c'est comme ça. Donc ici, le chatbot a une réelle plus-value parce qu'on peut automatiser des tâches très répétitives super rapidement. Okay, donc là, je suis dans un use case qui n'est pas forcément très sexy parce qu'on ne crée pas de la valeur ajoutée, on fait économiser de l'argent, mais il y a plein de use cases qui arrivent sur le marché, on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne fait pas un bot pour faire un bot, on fait un bot parce que ça crée de la valeur. Il y a des use cases qui sont appliqués au site web, il y a des use cases pour des applications mobiles, et il y a des use cases pour les bots. Et on ne fait pas un bot formulaire, ça ne marche pas. Donc ne venez pas nous voir en disant « est-ce qu'on peut créer un bot sur Messenger pour que les personnes s'inscrivent sur notre service ?» Ça ne fonctionne pas. Plus de 5 interactions, vous avez perdu la personne sur Messenger. Okay, en revanche, il y a plein de use cases super sympas. Donc on va continuer pour vous expliquer un peu en détail comment ça marche. C'est quoi un bot? Okay, parce qu'on a parlé de bot depuis tout à l'heure, mais en fait on n'a pas expliqué techniquement comment ça marche. Donc techniquement, en fait, c'est un programme qui tourne sur un serveur, qui est représenté là par le petit robot rouge. Okay, c'est aussi simple que ça. Et qui va via des canaux de messagerie, donc ici, voilà, les emails, Messenger, Slack, Skype, Kik, mais alors ça peut aussi être une Apple Watch, votre voiture, tout ce qui est IoT, votre maison, okay. C'est un canal de conversation, donc qui va interpréter en fait via ce canal le message de la personne. Donc par exemple, la personne va demander ici à réserver un rendez-vous, et du coup le bot, donc le programme qui tourne sur un serveur, va en se connectant à des services externes, donc sur des grands groupes DSI, va réserver par exemple sur Outlook le rendez-vous pour la semaine prochaine, d'accord, et va retourner à l'utilisateur, ok, c'est bon, j'ai effectué mon action. C'est très schématique, mais en gros c'est comme ça. La brique intermédiaire, typiquement si vous utilisez un service de NLP, c'est qu'en fait le bot au préalable va demander à ce que, au service de NLP de traiter le message pour bien le comprendre, d'accord. Donc on va continuer pour rentrer un peu dans les détails. Donc NLP, je répète, Natural Language Processing, okay, ça fait partie de... Donc il y a NLU, Natural Language Understanding, d'accord, qui se divise en 2 branches, NLP, Processing pour la compréhension du langage naturel, et NLG, donc Natural Language Generation, pour la génération de langage, ça c'est les réponses. C'est les 2 briques qui forment du coup la compréhension. Donc un bot conversationnel, ça a 4 points très importants. S'il manque un des 4, ce n'est pas un bot conversationnel. Le premier, c'est bien sûr de comprendre l'utilisateur. Okay, c'est tout bateau, mais il y a quand même un peu de taf à faire au préalable. La deuxième chose qui est vachement compliquée, c'est en fait gérer la conversation. Donc je ne vais pas non plus critiquer nos amis de DeepMind qui font des jeux, qui résolvent le jeu de Go avec une IA, mais c'est quand même beaucoup plus facile que gérer une conversation. Okay, un jeu de Go, ça reste un plateau, il y a un nombre de solutions limité, un nombre de possibilités de moves limité. La conversation, moi je peux vous poser une question, vous pouvez ne pas répondre à côté de la plaque, me reposer une question, me répondre correctement, revenir à un truc que je vous ai dit il y a 10 ans, c'est infâme. Okay, et donc en fait, faire un bot correct, c'est pas tant faire le bot où la personne va suivre la conversation et ça va bien se passer, mais c'est plutôt gérer tous les cas d'erreur où l'humain va essayer de péter le bot. Okay, donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas homme versus machine, on est quand même très au-dessus du bot en ce moment, peut-être que ça sera plus le cas un jour, mais on peut toujours le casser. Bien sûr, il faut que le bot réponde, sinon on risque d'énerver le client un tant soit peu et il va dire « mais c'est quoi ce bot de merde, je déteste cette boîte, elle m'énerve okay ». Donc il faut bien cibler la réponse correctement. Et le dernier point qui est très important, sinon c'est pas un bot intelligent, c'est qu'il apprend sur la durée. Okay, sinon c'est un bot statique, donc ça sert à rien. Bon, ça peut servir, mais c'est mieux s'il apprend quand même. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les différentes parties d'un bot. Pour moi, si vous devez retenir un slide, c'est celui-là. D'accord, c'est les différentes couches qu'il y a dans un bot. Donc la première partie, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien sûr les applications de messagerie. Vous êtes messagerie ou encore IoT, hein, ça peut être autre chose, mais c'est votre input utilisateur, il doit arriver d'un canal, et donc ça, c'est le canal par lequel le bot arrive. Deuxième couche, on va faire des bots NLP, on ne fait pas des bots drag and drop ici, mais on va dire NLP, c'est compréhension du langage naturel. Donc, une fois que vous avez récupéré l'input utilisateur, il faut le comprendre. Troisième couche, la plus complexe a priori, c'est manage la conversation et a priori vous connecter à des services externes pour aller chercher des informations contextuelles. Je vous donne un exemple, on fait typiquement un bot pour la RATP, vous avez bien compris que votre personne elle veut aller de telle station à telle station, il faut quand même essayer d'aller voir sur l'API de la RATP c'est quoi le meilleur chemin pour faire ce trajet. Okay, ça a priori, vous ne l'avez pas. C'est les compétences métiers de la boîte avec qui vous travaillez qui vous apportent cette connaissance.
Heureusement, on n'a pas toutes ces connaissances, sinon on pourrait exploser le marché assez vite, ça serait trop facile. Quatrième couche, l'hosting, donc l'hébergement. Bien sûr, il faut que votre bot il tourne quelque part, hein. C'est un programme, comme un site web, une application. Il faut bien que ça soit hébergé. Donc ici, par exemple, Heroku, AWS, Azure, OVH, classique. Et cinquième couche, pardon, les analytics. Donc, pourquoi les analytics? Parce que c'est comme tout, comme quand vous faites un site web, une application, vous avez besoin de savoir si votre bot il est utilisé, comment il est utilisé, qu'est-ce qui marche pas. Parce que sans analytics, vous n'êtes pas capable de vous l'améliorer dans le temps et de bien corriger le tir si jamais vous êtes trompé. Donc maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails de, typiquement, surtout sur la brique NLP, parce que je pense que c'est la plus importante et c'est ça qui fait Chatbot, encore une fois, les applications de messagerie, le hosting, des API tierces, ou Analytics, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais NLP, ça commence vraiment à exploser en ce moment. Donc, pour comprendre un input utilisateur, on a besoin de deux choses. La toute première chose, c'est qu'est-ce que la personne a voulu dire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intent, intention en français. Donc, vous voyez dans cet exemple, I want to eat sushi, every Monday Italian, I'm hungry pasta, please, c'est la même requête. C'est I want to eat something. Okay? Et c'est pas du tout la même chose que dire greetings or weather. D'accord, personne n'a pas dit hello, n'a pas dit bonjour, n'a pas dit quelle est la température à Paris. Donc la première étape, c'est vous envoyer une phrase et en fait on va vous dire cette phrase elle rentre dans telle boîte. Okay, c'est vous qui spécifiez les boîtes en amont, ça fait partie de la conception du flow de conversation. Donc une fois qu'on a l'intent, c'est super cool, mais ça suffit pas. Désolé. Donc ça suffit pas parce que si je vous dis I need a sushi restaurant for 1 p.m. in Paris, genre c'est cool, vous avez compris que la personne elle cherche un restaurant, mais vous n'allez pas très loin. Donc la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'entité nommée, NER en anglais, Name Entity Recognition. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça vous extrait les informations clés dans votre phrase pour vous donner du contexte. Donc typiquement, ici il y a 3 données qui sont importantes pour savoir ce que vous allez faire. La première c'est le type de restaurant, on sait que c'est sushi. La deuxième, c'est qu'il y a une date, okay, donc c'est for 1 p.m. Et la troisième, c'est on a une location qui est Paris. Donc, avec ça, vous pouvez aller sur Google Maps, chercher les sushis à Paris qui sont ouverts à 1 heure, et vous pouvez renvoyer cette réponse à l'utilisateur. Mais vous avez besoin du coup de comprendre quelle est l'intention et quelles sont les entités. Une des spécificités de Recast, par exemple, c'est sur la daytime, vous voyez qu'on ne va pas juste vous dire 1 p.m. c'est une daytime, parce que c'est cool, mais après ça va être à vous de dire, ok, mais alors si c'est 1 et que c'est p.m., alors ça va peut-être c'est 13 heures, enfin bref, ça risque d'être un peu chiant pour vous faire. Donc une des spécificités, c'est que nous, on va enrichir ces entités pour vous donner la date formatée, le format ISO, qui pour les devs ici dans la salle se rendent compte que c'est quand même très facile à utiliser, l'accuracy et par exemple la confidence, ça c'est pour vous si jamais vous voulez faire des stats après. Voilà, à peu près. Je pense que je crois pas que j'ai un slide juste après. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Je vais laisser Florian et Willem continuer sur le reste. Le micro. Ok, merci. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est parler un peu d'astuces, de comment développer un bot, en vous parlant de notre expérience. Donc Florian a développé Traverse. Moi, je vais parler d'un bot qui s'appelle Recruiter, et puis on peut rebondir un petit peu avec... bon, ils ont fait un Pokébot, mais plein d'autres choses chez Recast. Commençons par Florian. Qu'est-ce que c'est Traverse? Pourquoi Traverse? En fait, c'est tout simple. J'étais dans le métro et problème de métro, hein, comme d'habitude. Je me suis dit comment je pourrais accéder à une information pour savoir un peu comment je vais me débrouiller. Est-ce que ça va durer longtemps, le problème? Est-ce que je vais pouvoir trouver un autre chemin? Et en fait, j'ai pas d'application RATP. Parce que j'installe plus d'applications et c'est un petit peu aussi pour ça que les chatbots sont un peu à la mode, c'est que de plus en plus on n'installe plus d'appli et qu'on va tout chercher soit sur Facebook, sur d'autres supports. Et je me suis dit, il n'y a pas de support qui existe en fait, pour avoir des informations sur les transports en commun. Je me suis dit, les chatbots c'est un petit peu à la mode, je vais tester, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai créé un chatbot qui va te permettre d'avoir des informations sur les transports en commun sur Paris, précisément métro, tram, SNCF,
Et voilà, donc ça c'était la première V1. Moi je vais surtout axer en fait mon discours en mode start-up et pas trop technique, mais plus sur vraiment mon retour d'expérience sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut l'améliorer et comment on peut en fait attirer une audience différente grâce au chatbot. Voilà. Ok, ce qui est vachement intéressant dans le cas de Travers, c'est que tu as des retours utilisateurs. Ouais. On a environ 500 utilisateurs fréquents par mois, sachant qu'on ne fait pas de publicité, rien. On a juste eu un article dans le Parisien et sur l'Express. Et ça fait 4 mois, quoi, c'est ça? Voilà. Pour l'instant, on voulait juste avoir un MVP, c'est-à-dire un produit minimum qui fonctionne, et ensuite on va l'améliorer. Et c'est pour ça, en fait, on s'est dit on va tester en premier, on voit que ça fonctionne, et maintenant on est en train de travailler sur l'amélioration. Voilà. Donc moi je vais vous parler de mon expérience qui est plus des bots en cours de développement. Ce qui est intéressant avec Florian, c'est qu'il a des users. Moi je vais vous parler de mon expérience de qu'est-ce que c'est de collaborer avec un client quand on développe un bot, de faire du test avec des premiers utilisateurs en interne. J'ai pas encore ce retour d'utilisateurs. Voilà. Et toi PE? Ouais, donc nous on a fait un Pokébot. Ça paraît nul comme ça. Je vais juste faire une petite analogie. Il y a un segment sur les bots qui est super important et qui est inexploité par les marques. J'étais chez Coca-Cola le week-end dernier, vendredi, ouais, c'était presque le week-end, un peu fatigué. Ils ont 103 millions de personnes qui ont liké leur page sur Messenger, sur Facebook. Okay. Quand vous likez une page sur Facebook, vous avez un petit bouton qui apparaît qui s'appelle « Contact Us ». Okay. C'est pour dialoguer directement avec vos utilisateurs qui ont liké la page. Je ne comprends pas pourquoi les boîtes n'utilisent pas cette opportunité pour dialoguer directement avec leurs clients. Vous mettez un bot, vous pouvez toucher 103 millions de personnes demain. Alors après, ça dépend de votre boîte, mais Coca-Cola, c'est 103. Ça fait quand même beaucoup. Pour la petite anecdote, les bots marketing, donc purement viral, marchent extrêmement bien. Donc l'année dernière, nous, on a fait Pokébot et Star Wars Bot. Donc pour la Pokébot parce qu'il y avait Pokémon Go, pour ceux qui ne connaissaient pas et qui étaient dans une grotte pendant toute l'année. Et Star Wars Bot parce qu'il y avait le nouveau Star Wars qui sortait en fin d'année. Sur le Pokébot, c'était un bot vraiment très simple. Vous donniez un nom de Pokémon, on vous ressortait les statistiques. Okay, c'est vraiment très basique, c'est même pas conversationnel. On est monté dans le top 50 des bots les plus utilisés sur Messenger de la planète. À l'époque, il y en avait 21 000. Okay, donc, bon, si vous voulez faire un petit coup marketing, il y a des choses à faire. Le Star Wars Bot, en une semaine, on a fait 350 000 conversations. Okay, donc, ne négligez pas l'aspect marketing. Il y a peut-être un coût à créer un bot. Après, il y a peut-être des aspects en dehors qui vous font toucher une population plus jeune. Et comme on le sait, faire de l'acquisition sur des créneaux qui sont très jeunes, on va dire entre 15 et 35 ans, c'est quasiment des clients à vie, si vous les convertissez. Ça, c'est excellent. Ça me fait passer à la partie suivante. Quand on développe un bot, quelle audience? Donc, il y a des grandes plateformes qui ont beaucoup de succès, WhatsApp, Facebook Messenger. WhatsApp, c'est pas ouvert aux bots. Mais Messenger, WeChat en Chine, Line au Japon, Telegram. Quelle audience pour vos bots? Pourquoi? Alors, comme le montre le schéma, vous définissez le canal en fonction de votre audience. Okay, vous n'allez pas faire un bot Messenger en Chine. Donc déjà, Messenger ne marche pas, mais les gens sont sur WeChat. Encore, je vais juste rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc on voit que Messenger est prédominant aux US, ce qui est vrai, mais ça dépend des tranches d'âge. Donc typiquement, si vous voulez faire la tranche d'âge 15 à 30 ans, c'est Kik, ça bug, qui détient 65% du marché. Okay, donc déterminez votre tranche d'âge, votre région, et vous faites un bot qui est connecté à un ou plusieurs channels en fonction de ça. Donc nous, c'est principalement du Messenger, et on fait beaucoup de bots aussi internes sur des web chats. Nous, on fait aussi beaucoup de Messenger parce que c'est là où les marques veulent être présentes. Je crois qu'en France, il y a 35 millions d'internautes mobiles sur leur smartphone. Il y en a 12 millions qui sont dans Messenger. C'est la première plateforme en France, un peu derrière WhatsApp, un peu devant WhatsApp, pardon. Il y a 38% des Français sur leur mobile qui sont tous les mois dans Messenger. Et il y a 66% des 16-24. Donc bien sûr, les jeunes, population privilégiée sur Messenger. Toi, Florian, Messenger aussi?
En fait, j'ai même pas hésité, je me suis dit Messenger, j'ai regardé mes amis, les gens, mes proches autour de moi, et j'ai vu que tout le monde utilisait Messenger. Je me suis dit, je pense que c'est le meilleur canal pour toucher la cible que je voulais, des jeunes aussi, comme moi. Et voilà, du coup, je me suis dit, on reste pas insensible quand on voit une notification, quelque chose sur Facebook Messenger, ça touche vraiment les gens. Et on va voir la notif, c'est pas qu'une notif d'application. Et donc je me suis dit, je vais le faire sur Facebook Messenger directement. Et alors si on rentre dans les détails de ceux dont la plateforme nous donne accès, ceux avec Messenger, quelles données, qu'est-ce qu'on connaît de nos utilisateurs? Ouais, alors ça c'est un énorme avantage de Messenger concurrentiel par rapport à la majorité des autres plateformes, c'est que sur Messenger, quand vous faites un bot, vous pouvez accéder à énormément d'informations. Alors ils sont extrêmement stricts, donc il faut tout justifier, mais vous pouvez avoir accès à toutes les informations qui sont présentes sur les profils de la personne. Donc ça fait des données extrêmement contextuelles et on peut aller très très loin sur ces données. Je vous donne un petit exemple qu'on fait en interne en ce moment avec un grand groupe qui s'appelle Salesforce, pour ceux qui connaissent. On peut faire de la génération de leads directement via le bot sur Messenger, parce qu'on a les emails, on a le nom de la personne, et on a des informations contextuelles grâce à la conversation. Donc un chatbot, ça peut aller très très loin. C'est pas juste « Ah, trop cool, il me propose la dernière bouteille de Coca-Cola ». On a d'office les infos de profil, et puis bien sûr, on peut demander ce qu'on veut à la personne quand on discute avec elle. Continuer à parler un peu business de manière générale. Quel business model, comment monétiser un bot, pardon. Peut nous un peu parler de l'écosystème des bots. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est qu'on a des boîtes qui font des super produits pour les développeurs, qui eux-mêmes développent des bots pour les marques, pour des services, qui sont diffusés à des utilisateurs à travers une plateforme. Okay. Donc, si vous posez la question du business model, de quoi faire dans le monde des bots, vous pouvez réfléchir à où vous vous positionnez dans cette sorte de supply chain de compétences. Est-ce que vous êtes super technique? Est-ce que vous savez offrir du conseil en design, en développement? Est-ce que vous êtes au niveau de la marque? Est-ce que vous êtes... voilà. Et vous pouvez aussi vous positionner sur le grand public, le business, et donc quelle plateforme, Messenger, Slack, etc. Un commentaire sur l'écosystème? Ouais, je pense que c'est les points principaux. Après, au niveau du business model, je pense que quelque chose qui vient avec, c'est la monétisation. Et du coup, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des gros business models sur les chatbots. Nous, on a des propositions qu'on a réfléchi, des choses qui sont faites un petit peu, des use cases. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut cibler, c'est-à-dire que si on veut développer une monétisation, il faut penser aussi à son business model derrière, quoi. Parce que c'est faire un bot pour que ça rapporte pas de sous, c'est pour le fun et je ne sais pas, mais je pense que ça ne sert pas forcément à grand-chose pour l'instant. Donc on va parler de comment monétiser un service, vraiment un produit, un bot qui offre un service ou un produit, donc la couche intermédiaire là dans ce slide. Moi juste en termes de retour d'expérience, moi je me positionne avec Epic Bots en termes de conseils parce que j'aide les marques à être dans Messenger, donc j'aide les marques à créer un service et je peux vous dire qu'il y a vraiment des compétences nouvelles en fait qui sont à développer. Qu'est-ce que c'est que de designer un bot? Qu'est-ce que c'est que l'UI d'un bot, que l'interaction d'un bot? Quel est le contenu qui va avec cette UI? Donc en termes de design, après en termes de développement, bien sûr, il y a plein de choses. Donc rien qu'au niveau du conseil, que ce soit business, design, développement, il y a toutes sortes de métiers, à mon avis, toutes sortes de spécialisations qui vont se créer très bientôt. Juste pour rebondir là-dessus, faut que vous ayez conscience que c'est un marché qui est tout neuf, ça n'a même pas un an. Okay, ça va probablement suivre le même cours que vous aviez des gens qui étaient experts en applications mobiles, des gens qui étaient experts en website. La majorité des acteurs du CAC 40 et au-delà, dans tous les pays, on va dire Europe et Nord-Amérique, veulent des chatbots. La demande est immense. Ils ont aucune expertise, d'accord ?
l'expertise est très vaste, comme le disait Willem. Enfin, c'est quoi une conversation? C'est quoi un bon chatbot? C'est quoi le bon canal? Donc il faut énormément de conseils, il faut énormément d'accompagnement. Et développer un chatbot, c'est une vraie compétence, comme savoir développer un site web, comme savoir développer une application mobile. Donc si jamais il y en a dans la salle qui souhaitent se lancer dans des bot agencies, vous m'appelez tout de suite, parce que nous, on a beaucoup trop de clients pour le faire seul. On serait ravis de vous remplir votre pipe jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est un truc qui est immense. Pour faire un tout petit rapprochement, je pense que le prix moyen d'un bot en ce moment qui fonctionne, qui est en production, c'est minimum 20K pour aller 2 mois de développement avec quand même pas mal de travail, mais grosso modo c'est ça. Donc c'est parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment correctement le faire. Et sur le marché de l'intelligence artificielle, donc c'est large, mais ça implique quand même le marché de la conversation. On estime qu'entre maintenant et 2020, enfin on va dire 2016 et 2020, c'est fois 40, okay, en termes de marché, de valeur. C'est énorme. Pour faire un petit comparatif, c'est la même chose que ce qu'a fait entre 2007 et 2016, 2017, le marché des applications mobiles. Okay, donc on fait le même facteur en 2 fois moins de temps. D'accord, donc c'est un marché qui va être colossal. J'espère qu'on a suscité des vocations là. Donc si on s'attache au bot en soi, au service que rend le bot, au produit du bot, comment monétiser ces services que rendent les bots à leurs utilisateurs? Toi, Florian, ce que tu fais avec Traverse, qu'est-ce que tu as pensé? Quelles sont tes pistes? Au début, en fait, je pensais pas du tout le monétiser. C'était juste pour le fun, pour me rendre service. Et après, en fait, je me suis dit, bah, vu que j'ai des utilisateurs, pourquoi pas le monétiser? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que vu que nous, on envoie des notifications à des utilisateurs à des moments précis où ils veulent avoir des infos sur le trafic RATP, on s'est dit, bah, on va sponsoriser entre guillemets les notifications. C'est-à-dire qu'on va dire tiens, ta notification, il y a un problème sur la ligne 2 à 8 heures, elle sera sponsorisée par une marque. Pourquoi? Parce que au vu des datas qu'on a en fait, c'est qu'on sait quand la personne a lu le message, on sait qui c'est, on peut avoir un profiling du client, de l'utilisateur, et donc ça va potentiellement servir beaucoup aux marques. Après, il faut atteindre une masse critique d'utilisateurs pour que ça soit rentable. Sinon, la deuxième chose qui avait potentiellement été évoquée, c'était potentiellement de pourquoi pas vendre le bot à la RATP. Bon, c'était une autre idée. C'est-à-dire qu'on peut créer potentiellement des bots pour des marques et ensuite leur dire bah, nous, on a réussi à avoir une audience énorme sur votre marque. Pourquoi pas vous nous rachetez notre bot et ensuite, bah, nous, on le maintient et on avance. Sinon, on peut aussi l'intégrer directement aussi dans son processus d'achat dans un website. C'est-à-dire que par exemple, on a un site sur les vêtements, au-delà de la plateforme Facebook, mais on va intégrer une partie en fait de la sélection et des questions qu'on peut poser à l'utilisateur, au lieu de les poser via des filtres, des choses comme ça, bah, il y a une partie qu'on intègre directement en fait dedans. C'est-à-dire que bah, l'utilisateur va poser une question, je veux acheter un t-shirt, et là on va répondre, bah, ma taille de t-shirt c'est S, machin, etc. Donc en fait, on peut aussi aller dans ce sens-là, c'est-à-dire directement l'intégrer en fait à déjà un service qui existe. Donc on a pensé à plein de choses. Après, je pense que c'est comme un petit peu, moi je le considère un peu comme l'impression 3D, c'est-à-dire que c'est un nouveau marché, on ne sait pas encore, je pense qu'il y a plein de business models qui ne sont pas encore exploités et ça va se créer petit à petit. Et notamment, il y a un chatbot qui te permet de créer des sites web, c'est-à-dire que on va poser petit à petit des questions en fait, à l'utilisateur et il y a une machine derrière qui va générer un template de site web pour lui. Donc ça c'est pareil, c'est un business model qui peut aussi fonctionner directement, c'est-à-dire qu'on intègre le produit directement dans le chatbot. Après je pense que PE a pas mal d'informations là-dessus aussi, et toi avec les agences, comment tu monétises aussi quoi? Moi, pour ma part, donc c'est vraiment du marketing, c'est être présent dans Messenger et discuter avec les clients, les prospects des marques pour comprendre qui sont ces clients. Quand on comprend qui sont ces clients, quand on a cette conversation privilégiée, privée, on est capable de leur offrir des choses qu'ils veulent vraiment, parce qu'on a discuté avec eux. Tu veux t'intéresser par quel produit, t'habites où, voilà. Quand est-ce que tu vas faire ton shopping, et donc leur offrir un code promo, leur offrir une expérience voilà, personnalisée, les relancer sur les informations personnelles qu'ils ont partagées.
Donc ça, c'est plutôt le côté marketing, génération de leads, pour ensuite, pour l'instant en tout cas, basculer vers un business qui existe déjà en ligne ou retail en magasin. Après, il y en a déjà qui essaient de faire de la vente dans Messenger. Je pense que tu sais un peu plus quand Messenger compte gérer les paiements, enfin permettre les paiements à travers la plateforme. Et entre les deux, il y a l'affiliation aussi. On peut proposer, donc là il y a Keep qui est un bot Slack qui fonctionne sur Slack, qui propose aux équipes d'acheter leurs produits de bureau, là, comment ça s'appelle, leur stylo, leur machin dont ils ont besoin tous les jours, et leur repas le midi. Et donc qui propose d'aller chez un tel ou un tel, et donc ça marche par affiliation. Paiement direct, quelques mots. Ouais, alors sur le paiement en direct, vous ne pouvez pas le faire en Europe pour le moment. Pour le moment, la seule plateforme qui le propose au monde, je crois que c'est Messenger, et peut-être WeChat où vous pouvez payer, mais bon, c'est pas, on va dire, chatbot oriented pour le moment. Donc vous pouvez payer aux États-Unis sur Messenger. C'est une feature qui, a priori, arrivera deuxième semestre de l'année, cette année en Europe. C'est juste un peu plus compliqué parce qu'il faut s'arranger avec le legal de chaque pays, qui a un peu de travail. Mais alors, moi je veux insister sur le fait que voir un chatbot comme un moyen de générer du revenu, c'est une manière de voir les choses. Okay, est-ce que parce que vous avez une application RATP sur votre portable, ça génère du revenu à la RATP? Non, okay, pas forcément. Donc le chatbot, c'est pas forcément un stream de revenus. Encore une fois, c'est parfois juste de la satisfaction client qui est beaucoup plus rapide. Et c'est là où il faut bien arriver à dissocier des chatbots qui ramènent du cash net et des chatbots qui créent de la valeur pour votre expérience client à côté. Ça a aussi de la valeur, d'accord? Et donc ça, c'est très différent de... Enfin, c'est pas binaire. Hein. Donc faites bien attention à cette réflexion. Encore une fois, si je reprends mon exemple de marque qui a plusieurs centaines de millions de likes sur Messenger, si vous êtes capable d'engager en instantané avec vos clients, pour leur poser une question et avoir un vrai retour qualitatif sur je sors le nouveau Coca à la mangue versus à la banane, qu'est-ce que mes utilisateurs préfèrent, c'est quand même vachement cool et ça crée de la valeur. Okay, donc il ne faut pas négliger la satisfaction du client, c'est pas parce qu'on n'a pas quelques chiffres avec 4 zéros qui se ramènent à la fin du mois que le chatbot ne vaut rien. Donc il faut bien dissocier tout ça. Et petit bonus, comme on est vraiment dans l'innovation encore dans cette industrie, il y a aussi... la com, en fait, la com gratuite, parce que quand on a un chatbot, la presse en parle, on en parle, voilà. Je vais juste dernier petit point, parce que je viens de me rappeler d'une anecdote. Donc The Guardian a sorti un chatbot, okay, il fait rien hormis afficher les news. Okay, bon, ça sert, ça fait le taf. Le retour d'expérience après 6 mois, c'est que en fait, ils n'ont pas gagné forcément d'utilisateurs. D'ailleurs, l'acquisition d'utilisateurs sur le canal jeune type Messenger peut être un business model sur des produits que vous vendez après sur le site. Mais en fait, ils ont remarqué que les clients qui utilisaient le bot étaient des clients qui lisaient déjà The Guardian au UK, sauf qu'en fait, ils ont augmenté leur temps de lecture de 100%. Okay, donc ça veut dire que les personnes passent plus de temps sur le site, plus de pubs, plus d'argent. Mais le chatbot, lui, à proprement parler, n'est juste qu'un canal supplémentaire. Donc voilà, faut pas juste se dire putain, j'arrive pas à vendre mes chaussures Nike sur le chatbot, ça marche pas. C'est une vision très restreinte du marché. Ok, donc parlons un petit peu des bots, plus business mais produits. De quoi est foutu un bot? Bon, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas trop mis de visuel de bot, ça manque peut-être un peu. J'aime bien ce visuel-là parce que c'est une fille qui a fait des dessins de tous les éléments d'UI qu'il est possible d'utiliser sur la plateforme Messenger, donc c'est un bon petit pense-bête. Mais quelles règles d'UI quand on fait un bot? Quelles règles pour créer une interface utilisateur? Des retours à partager là-dessus? Me concernant, pour Traverse, on s'est dit on va essayer de partir sur un chatbot très simple en fait, donc avec une user story vraiment principale et 2 optionnels accessoires autour pour pas noyer l'utilisateur, parce qu'en fait quand on va commencer à parler au bot,
y a le menu, entre guillemets, il y a un menu qui arrive avec les possibilités de ce qui peut être fait sur le chatbot. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment laisser l'expérience utilisateur très simple. Et du coup, on a juste 3 options. L'option principale qui est le cœur du bot, et ensuite 2 options qui est mettre en pause le bot ou avoir des informations en temps réel sans être averti en fait direct. L'idée, c'est si on commence, je pense personnellement, à partir sur un bot avec 50 000 features, on va perdre l'utilisateur, on va avoir une action, 2 actions, 3 actions, on n'arrivera pas au bout, après on va proposer d'autres choses. Je pense qu'il faut que ça reste très simple pour l'instant au début et petit à petit essayer de l'améliorer, développer une autre feature, voir comment on peut l'intégrer dans la première user story potentiellement. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que sinon on va perdre l'utilisateur directement et il faut vraiment aller à l'essentiel quand on est dans un chatbot. En plus, j'ai pu voir dans des chatbots, quand on leur dit par exemple bonjour, on va avoir genre 1, 2, 3, 4, 5 messages qui vont défiler d'un coup comme ça, brut, et en fait on n'a pas le temps de lire. Il y a aussi ça qui est important, c'est de prendre en considération le temps de lecture de l'utilisateur et de pouvoir faire un fake message en fait en train d'écrire, le bot est en train d'écrire, mais comme ça nous laisse le temps de lire en fait le message, parce que sinon en fait l'utilisateur il va avoir 3 messages d'un coup, il fait ouais c'est déjà sorti de mon écran, je sais plus comment faire, ouais ça me saoule déjà quoi. Donc je pense que l'idée c'est de rester déjà très simple sur une première partie en fait du chatbot. Oui, tout à fait d'accord. Moi, ma manière de conceptualiser un peu les choses, c'est quand on développe un bot, il faut vraiment penser en termes de flux en fait. Une appli de messagerie, c'est la discussion, c'est la conversation. Donc c'est quelque chose qui défile, c'est la chronologie, il y a du texte, et puis voilà, ça disparaît, ça part dans l'éther. Et il y a des bots qui sont très très simples, qui font ça assez bien, comme le bot de news de Café Quartz, qui est pas un bot Messenger, mais qui est une appli, voilà. Qui est tout simplement, voilà, voici les news en petit texte, ça t'intéresse ou tu veux passer à autre chose, et puis on clique sur des boutons et on continue et ça défile. Et ce bot qui est ici, que j'aime beaucoup, qui s'appelle UXBear, je crois, qui est un bot qui donne des conseils sur les dernières news, sur l'UX, et c'est tout simplement une conversation qui défile avec, voilà. Donc je pense que ce qui est difficile, c'est de penser en termes de flux et de conversation qui peut être vraiment infini comme ça, et d'essayer de construire cette expérience-là. Malheureusement, on a des réflexes en fait qu'on a d'app mobile, d'appli web, hein, où on a une interface graphique très riche et très structurée. En fait, on a des menus, on a des boutons, on a des catégories, on a des sous-menus, on a toute une arborescence du site. Et c'est des choses dont c'est difficile de se débarrasser. Donc, on a recréé un petit peu ces choses-là dans Messenger avec des espèces de cartes, de slides qui sont utiles. C'est bien de présenter de la structure un peu, c'est bien de montrer tout ce qu'il est possible de faire dans un bot, mais ça peut aussi détruire la conversation naturelle. Donc quand on présente un menu avec bloc A, B, C et D, quand je rentre dans le bloc A et que j'ai une conversation, pourquoi est-ce que je retournerais à ce menu avec B, C? Enfin, c'est compliqué. Il faut savoir aussi qu'avec Facebook, par exemple, on est bridé, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des modules avec leur documentation. Et à part du texte pur qu'on peut un petit peu personnaliser, le design entre guillemets des modules sont fixes et on est limité en fait. Donc en gros on peut pas forcément créer l'expérience utilisateur qu'on veut, mais en même temps ça peut servir aussi un petit peu à structurer son bot. Et dernière chose que je pourrais dire, c'est que parfois l'utilisateur a besoin d'être guidé par des actions, etc. quand il rentre dans une story, dans un contexte, mais aussi il a besoin de se sentir un petit peu libre et de pouvoir aussi poser une question au bot sans avoir quelque chose qui va lui donner genre un bouton, un choix, etc. Il faut qu'on puisse aussi être libre de pouvoir échanger avec le bot naturellement, et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence avec un chatbot qui est assez classique, où il n'y a pas vraiment d'interaction pure. Voilà. Voilà, c'est exactement mon retour. C'est que vous allez être tenté de mettre de la structure en fait dans votre bot. Vous allez être tenté de mettre un menu, un sous-menu, mais il faut passer au-delà de ça. Il faut essayer de créer vraiment une conversation. Okay. Si je peux juste compléter sur, pour moi, les 2 points bien sûr, c'est conversationnel. Les bots boutons,
c'est bien, mais vous n'allez pas très loin avec. Pensez à chaque élément graphique que chaque plateforme vous offre. Vous n'avez pas les mêmes éléments graphiques qui vous sont proposés sur Kik et sur Messenger. Okay, donc déjà, ça, faut connaître, parce que si vous voulez faire un bot multiplateforme, vous n'avez peut-être pas les mêmes éléments. Et encore une fois, je suis entièrement d'accord avec Florian et William, c'est que si vous pensez à votre flow de conversation, si vous vous demandez une question qui attend oui et non, le faites pas conversationnel. Okay, vous mettez un bouton oui/non, c'est beaucoup plus facile pour répondre. En revanche, si vous demandez à la personne de choisir sa pizza, vous n'allez peut-être pas mettre genre 200 cartes de toutes les pizzas qui se trouvent dans votre magasin. Déjà, en plus, vous pouvez afficher que 10 cartes de mémoire. Donc là, faites de la conversation et ayez un bot intelligent. Il y a toujours l'effet waouh si vous dites je veux une pizza margarita taille large pour demain midi. Okay, si le bot il est capable de comprendre ça, là, vous avez un vrai effet de satisfaction client qui arrive derrière. Voilà, donc faites de la conversation. Utilisez les aimants de structure juste quand vous retrouvez cette espèce quand vous retrouvez des objets, quoi. Donc c'est-à-dire le bot conseiller en carrière là, qui va permettre de présenter les jobs, les offres d'emploi, les carrières possibles, les métiers possibles, de préparer sa candidature auprès de certaines entreprises. C'est une conversation. Et puis au bout de la conversation, quand on va connaître un peu ce que cherche l'utilisateur, on va lui demander quelles offres d'emploi tu cherches. Et quand on va lui poser des offres d'emploi, bah là, pour le coup, c'est de la structure. C'est emploi A, emploi B, emploi C. Okay, mais seulement à ce moment-là. Le reste, c'est de la conversation. Et voilà. Si vous faites un bot de news, la news, c'est une discussion. Et quand on présente article 1, article 2, article 3, là, c'est des objets structurés vers lesquels on peut aller à l'extérieur. Okay, mais faites du flux, faites de la conversation intelligente. Et ajouter de la structure quand vous avez en quelque sorte des objets un peu justement structurés. Je ne sais pas si ça fait sens. J'avais juste un dernier point à rajouter, c'est quand on est dans un contexte de story, on ne sait pas où est la fin en fait de la story. Et c'est bien aussi quand on répond au bot d'avoir une information sur où est-ce qu'on est au niveau de notre story pour que l'utilisateur se dise ok, moi je sais que je suis bientôt à la fin, je ne vais pas lâcher. Parce que si on lui dit rien du tout et qu'on voit les questions s'enchaîner, bah, et au bout d'un moment, on va se dire ouais, mais moi j'en ai marre là, j'ai juste envie d'avoir ma réponse. Et si on arrive à captiver encore l'utilisateur au milieu de la story, bah, ça renforce encore plus l'engagement via le bot. En termes juste de best practice, typiquement, moins vous avez d'interactions, plus vous avez de chances que le bot fonctionne. Okay, c'est stupide, hein, mais je vous donne l'exemple. Vous avez un cheval, vous voulez lui apprendre à sauter une haie. Si vous lui faites sauter 200 fois la haie avant de lui donner un sucre, je pense que ça ne va pas très bien marcher. Okay, c'est pareil avec un humain. Hein. C'est con, mais ça marche pareil. Donc, nous, en tout cas, typiquement sur les bots que nous on fait, on essaye de dire que 5 interactions, c'est maximum pour arriver à la fin de quelque chose. Okay, les gens imaginent quand même que vous avez Terminator ou HAL 9000 de l'autre côté du téléphone qui va tout comprendre et faire tout super vite. Donc on n'en est pas là, mais si vous pouvez faire un truc qui s'en rapproche, au moins ça va fonctionner. Ce qui va avec l'interface utilisateur, c'est le contenu. Okay, en fonction de son choix, si on fait du flux, le contenu c'est plus du texte, c'est plus fluide. Donc quelle préconisation pour du texte simple et une conversation? Qu'est-ce qu'on a dans une conversation? Ce que j'aime bien, c'est bon, peu importe. En gros, quand on parle entre nous, entre humains, on fait ça depuis très longtemps, hein, donc on sait ce qu'il faut mettre dans un bot. On sait qu'il faut dire bonjour, se présenter, qui je suis, ce que je sais faire, pour définir un peu le périmètre de la conversation, et qu'est-ce que tu veux faire là tout de suite. Donc on y va, quoi. Et ensuite, continuer la conversation, un peu contrôler, essayer de contrôler la conversation. Et maintenant, une fois que tu as fait une première chose, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il faut prévoir les incompréhensions. J'ai pas compris, excuse-moi, je sais faire ça, pas ça, etc. Et puis au revoir, si tu as fini, c'est pas fini, tu peux me recontacter. Voilà, je suis toujours dispo pour discuter. Donc essayez de penser à tous ces éléments-là en termes de flux. C'est des éléments très textuels, c'est des éléments qui doivent être très percutants, très courts. Il faut aller vite au point, quoi. Après, pour tout ce qui est objet, vous pouvez partager, si vous faites un bot de news, vous pouvez partager un article. Là, il faut mettre un peu de visuel, un peu de structure. Les liens vers l'extérieur, ne pas oublier de permettre de partager, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est permettre de diffuser du contenu à travers la plateforme. Donc ça, c'est les quelques recommandations moi, que j'ai en termes de contenu.
D'autres commentaires sur comment adapter son contenu à un bot? Qu'est-ce qui est différent d'une app mobile ou... Moi, je rajouterais juste un point, c'est le support. Il y a des bots qui n'en ont pas besoin, mais c'est illusoire de croire que le bot va tout faire. Okay, on ne va pas se mentir, le bot n'est pas là pour tout faire de toute manière, et on a quand même besoin d'une expertise humaine à un certain moment. Donc typiquement sur des bots pour des grands groupes, il faut prévoir ce que nous on appelle le fallback. C'est-à-dire si le bot ne comprend pas, vous branchez ça sur un service client, je sais pas, type Zendesk, Intercom, il y en a des milliers. C'est normal, okay, on n'est pas là pour tout faire et le bot ne va pas tout faire. Je reviens un peu sur ce qui était dit tout à l'heure, un bot qui fonctionne est un bot qui prend un tout petit périmètre et qui le fait parfaitement bien. D'accord ? On ne va pas faire, encore une fois, une machine qui est capable de tout comprendre. Donc ça dépend du use case. Typiquement, je ne suis pas sûr que sur Traverse, vous ayez besoin de mettre un support client. Okay, peut-être que sur un bot que vous faites pour une banque ou une assurance, il faut peut-être le faire. Okay, parce que c'est quand même la réputation de la boîte qui est en jeu derrière. Et donc pensez à vous brancher. Vous n'avez pas masse de choix parce qu'il n'y a pas énormément de fallback qui ont des API. Donc le choix est très vite fait. Mais c'est des choses à faire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un bouton sur Facebook où tu peux reléguer en fait le... Tu as un bot et tu peux dire ok, je veux parler à quelqu'un de physique en fait. Ouais, alors ça c'est à vous de l'implémenter en interne. Vous pouvez le faire par exemple via le menu Hamburger. Donc typiquement dans une conversation Messenger, vous pouvez avoir en bas à gauche, un petit menu, vous cliquez, ça vous fait une petite pop-up avec les actions très vite. Ça c'est une recommandation assez basique. Essayez de mettre le support dedans si votre bot a besoin de support. Et bon, c'est très basique, hein. Vous recevez le call sur le support dans votre programme, vous mettez en pause le bot et vous redirigez vers une API type, encore une fois, Zendesk, Intercom, eAdvise, il y en a des centaines. Et là, vous avez un opérateur en fait, qui va voir une pop-up disant cet utilisateur a un problème et essayer de répondre. L'intérêt du bot étant que potentiellement, vous pouvez en amont de la redirection vers un opérateur avoir récupéré des informations contextuelles pour aider l'opérateur à répondre plus vite à la question. Okay, donc ça, c'est un truc assez smart à faire. Le gros problème, c'est qu'encore une fois, typiquement, nous on travaille avec la majorité des opérateurs qui font ça. Il n'y en a aucun qui ont une API qui permette de faire ça, donc les mecs sont obligés de scroller et voir toute la conversation. Donc c'est un peu fatigant, mais c'est quelque chose... le but, c'est, je sais pas, vous travaillez avec une boîte et vous dites, OK, on vous réduit le temps de résolve d'une conversation à de 10 minutes. Et vous pushez des informations contextuelles que vous avez récupérées en amont. Parlons un peu d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est absolument nécessaire ou pas? Est-ce qu'il y a des bots qui marchent sans? Moi, je vais dire oui, mais je suis biaisé. Non, encore une fois, on va être honnête. Vous pouvez faire des bots qui n'ont pas d'IA et ça marche très bien. Encore une fois, Chatfuel, ça marche extrêmement bien. Vous pouvez faire des super bons prototypes. Je pense que c'est juste important de comprendre que quand vous faites un bot qui n'a pas d'IA, vous avez des limites. Il faut les accepter quand vous faites votre bot. Okay, on ne va pas critiquer les bots regex, il y en a. Les regex, c'est pour Regular Expression, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un set de règles. Okay, qui dit règles, dit à maintenir et dit non scalable. Encore une fois, ça ne vous empêche pas de faire des très bons bots, mais quand vous travaillerez pour la Société Générale et que vous aurez 2500 règles sur votre bot et qu'il faudra en faire 50 000 dessus, ça sera un peu compliqué. Okay, le but de l'intelligence artificielle, c'est que c'est elle qui fait ses propres règles, a priori si elle est fait smart. Toi Florian, quel est ton parcours par rapport à l'intelligence artificielle? Moi je connaissais pas tout ça au début quand j'ai créé mon bot, donc il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et après j'ai découvert Recast. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais vraiment, du coup, là sur notre V2, on travaille avec Recast et c'est sûr que pour enrichir le bot, pour le rendre plus pertinent auprès des utilisateurs, on va vraiment intégrer un Natural Language Processing et après, on verra comment ça marche. Après, pour moi aussi, l'intelligence artificielle, c'est au-delà de ça, c'est aussi regarder ce que font tes utilisateurs sur ton bot. Parce qu'avec Facebook, on peut voir en fait tous les channels des gens qui ont interagi avec le bot, qu'est-ce qu'ils ont dit au bot, etc. Et donc ça, pour moi, ça vient en amont en fait de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va voir, ok, nos utilisateurs, ils ont dit 10 000 fois merci au bot, mais on n'a pas de genre merci ou quel est le
par exemple, pour moi, quel est le temps de trajet entre je sais pas, Strasbourg-Saint-Denis et Rome? En fait, on a compris du coup que les utilisateurs voulaient avoir les temps de trajet et du coup, on s'est dit on va vraiment mettre de l'intelligence artificielle sur les temps de trajet, les choses comme ça. Donc je pense que c'est super important si on veut passer une dimension dans son chatbot, mais au départ, si on veut vraiment juste avoir une proof of concept, c'est pas forcément la chose sur laquelle il faut se concentrer au début en fait. Tout à fait. Moi, mes quelques préconisations en termes de l'intelligence artificielle, c'est toutes sortes de services, voilà, toutes sortes d'utilités, toutes sortes de techno. Donc, vous pouvez faire votre marché aussi. Hein. Bien sûr, il y a tout ce qui est NLU, ce dont tu as parlé PE. C'est comprendre les intentions, comprendre ce qu'il y a dans le message des utilisateurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai réfléchi aussi à des bots. Donc, j'avais un bot qui était un coach qui permettait de faire du brainstorming en équipe dans Slack et qui faisait une synthèse en fait de toutes les idées qui ont été présentées par les gens dans Slack. Donc, lui, il fait du clustering en fait d'idées qui ont été émises dans des messages. Donc, c'est un autre service, une autre API que j'ai trouvé pour faire ça. Ce qui m'intéresse, que je n'ai pas encore fait aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est simplement de savoir, d'avoir une analyse sur l'humeur des utilisateurs. Quand je pousse du contenu, souvent dans un bot, je demande en général est-ce que ça t'a plu ou pas, rapidement, un thumbs up. Et plutôt que de répondre une réponse neutre, d'accord, merci, et maintenant il y a ça. Cool, merci, t'as apprécié. Adapter la réponse juste à l'humeur, quoi. Je pense que c'est quelque chose de simple et très utile parce qu'il y a pas mal d'émotions. Les utilisateurs véhiculent pas mal d'émotions dans les bots. Voilà. Après, juste pour moi, les objectifs du NLU, c'est il y a des utilisateurs qui cliquent sur les boutons, qui suivent un scénario qu'on leur donne. Il y a des utilisateurs qui ne le font pas du tout, qui parlent directement au bot. Donc il faut gérer ces cas-là, bien sûr. Il faut pouvoir poser des questions ouvertes, sinon vous allez rater toute l'opportunité, vraiment toute la promesse du bot qui est d'apprendre ce que veut l'utilisateur, ce qui compte pour lui. Donc tu cherches quel job, dans quelle région, quelle industrie, tu as quelles compétences. Voilà. Je peux pas comme tu disais, je peux pas proposer 36 000 boutons. Il faut questionner. Et ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est de compresser en quelque sorte le formulaire. Dans une application, on a est-ce que je peux avoir ton nom, ton adresse, ton machin, est-ce que tu fais ci, ça, remplis toutes les cases. Là, si je te propose des bagnoles d'occasion à travers mon bot, tu peux me dire je veux une bagnole d'occasion, une BM bleue, de telle année, etc. en une phrase. Et je peux essayer d'extraire tout ça naturellement. Donc ça, c'est super puissant aussi. Hein. C'est vraiment éliminer le formulaire. Et enfin, c'est exactement ce que tu disais, Florian, c'est comprendre, c'est recevoir tout le feedback qu'on ne reçoit pas dans une application qui a un écran figé. Donc toutes les réactions, ça c'est naze, je comprends rien, c'est génial, merci, voilà. Tout ça, c'est important. Juste revenir sur 2 points, sur l'humeur. Il y a 2 manières de gérer l'humeur. Une qui est sentiment analysis. Alors d'expérience, ça ne marche pas. On a essayé tous les services, soit c'est très positif, soit c'est positif, soit c'est neutre, soit c'est très négatif, soit c'est négatif. Donc ça vous aide pas beaucoup et c'est un peu random. Un truc qu'on a fait chez Recast, qu'on a sorti il y a 3 semaines, pour le coup, que nous on utilise énormément, c'est on reconnaît les smileys et on vous renvoie des informations enrichies sur les smileys. Donc on est capable de vous dire là c'est un smiley qui sourit, là c'est un smiley qui est triste, là c'est un smiley qui pleure. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus utile. Typiquement, si vous êtes sur Messenger, il y a beaucoup de gens qui utilisent des smileys par défaut. Et en fait, la notion est que en fait, les smileys apportent beaucoup plus d'importance dans la phrase que de faire du sentiment analysis. Si vous trouvez un service qui fonctionne parfaitement, encore une fois, vous venez me voir à la fin. Deuxième chose, question ouverte. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit Willem là-dessus. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de répondre à toutes les questions. Okay. En revanche, il y a peut-être des questions que vous voulez comprendre même si vous n'allez pas les gérer. J'explique, je sais pas, typiquement votre bot il livre des pizzas, mais peut-être que vous voyez que 95% de vos utilisateurs ils demandent aussi c'est quoi la météo.
Donc vous leur en voulez pas parce qu'ils n'ont pas tout compris, mais bon, vous avez quand même traité parce que le client est roi. Donc peut-être que vous allez faire une intention qui comprend la météo, même si on ne va pas aller chercher sur l'API de Météo France, juste pour dire désolé, je ne suis pas un bot de météo. En revanche, tu peux aller sur le bot de Météo France pour faire ça. Okay, c'est stupide parce que en fait, vous ne le faites pas, mais vous comprenez, ce qui fait que la perception de la personne derrière, c'est de dire ok, le bot il n'est pas con. Okay, parce qu'on a l'impression que tous les bots de toute façon ils savent donner la météo. Donc ouais, c'est des questions que vous devez faire en amont quand vous créez le flow de la conversation, de dire qu'est-ce que j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que j'ai envie de traiter. Okay, et c'est pas parce que je comprends que je traite. Ok, avec ces quelques éléments, qu'est-ce qu'on fait maintenant, MVP? Florian, quels sont tes conseils? Si tu avais tout à refaire, tu t'y serais pris comment? Je ne serais pas parti en codant mon bot tout seul. J'aurais déjà essayé de le faire avec une plateforme comme Chatfuel qui te permet, c'est la promesse, c'est de faire un chatbot en 7 minutes. Bon, c'est pas vraiment la réalité, mais d'avoir au moins des questions, des réponses, tester un petit peu l'idée, le concept, et ensuite se dire ok, bon j'ai pas mis beaucoup de temps à faire mon chatbot sur Chatfuel, du coup après là je vais passer à une étape supérieure et pouvoir le faire en codant avec des gens qui savent le faire et utiliser des services comme Recast pour pouvoir enrichir mon chatbot. Mais pour moi l'idée c'est au début on part sur quelque chose de très simple. On est en mode agilité, on va à l'essentiel, on fait quelque chose de simple et ça nous permet aussi de comprendre les user stories et de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie et des ressources sur quelque chose qui ne va pas forcément fonctionner au début. Là au moins c'est gratuit, on peut le mettre en place rapidement et on voit comment ça fonctionne. Et puis ensuite on itère dessus quoi. Ouais, moi aussi je suis parti directement dans le code. Je regrette pas forcément, mais parce que j'ai construit des trucs que je réutilise, mais effectivement pour prototyper c'est peut-être plus rapide. Il y en a d'autres que Chatfuel aussi. Je recommande de commencer par Messenger parce que c'est là que tous vos potes sont, donc c'est facile de leur envoyer votre lien et de voir ce qu'ils font avec, tout simplement. Après là il y a quelques ressources en plus si vous voulez vous lancer dans les bots. Il y a un livre qui va sortir bientôt qui est le Rayleigh sur quelques règles justement comment designer un bot, qui est écrit par il me semble Amir Shevat qui est responsable des relations avec les développeurs chez Slack, mais c'est un truc qui concerne toutes les plateformes. Le podcast d'Aurélie Bot c'est très cool aussi. Le magazine Chatbot Magazine sur Medium est cool. Il y a plein d'articles de toutes sortes d'acteurs de l'industrie, donc très bien. Le groupe Facebook, je crois qu'il s'appelle Bot tout simplement. Voilà, il y a je sais pas combien d'utilisateurs, mais c'est énorme. C'est un groupe énorme. Il y a aussi un meet-up Chatbot Paris. Qui est plus orienté peut-être business, où on évoque quel bot dans quel contexte, et des retours d'expérience en fonction d'un contexte particulier, d'une industrie particulière. Voilà, peut-être quelques autres conseils pour se lancer. Nous, à titre personnel, chez Recast, on essaye de faire pas mal de tutoriels. Donc, typiquement, le Pokébot et le Star Wars Bot dont je vous parlais tout à l'heure sont complètement open sourcés et vous avez accès au code et on vous fait tout le tutoriel. Moi, à titre purement personnel, je me suis lancé dans une initiative il y a un mois maintenant, One Bot a Week. Donc j'essaye de faire un bot par semaine. Je suis en retard cette semaine parce que trop de taf. Mais on va dire c'est l'objectif. Je fais des bots relativement simples que vous pouvez déployer sur Heroku super rapidement. Vous avez, on va dire, une petite explication sur Medium et tout le tutoriel avec tout le code open sourcé directement sur GitHub. Donc si ça vous intéresse, grosso modo, même si vous n'êtes pas développeur, vous avez juste à cliquer pour déployer avec copiant-collant quelques tokens. Mais il y a énormément de tutoriels et il ne faut pas hésiter à essayer d'en suivre un avant de commencer. Je pense que ça vous rafraîchira la mémoire du premier slide que je vous ai montré en disant que c'est les 5 couches. Parce que c'est vraiment, voilà, vous allez voir toutes les étapes de création dans la vie d'un bot. Et quand vous serez passé par là, au moins ça sera vachement clair de, on va dire, mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a rien de mieux que pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Voilà, donc comme vous a dit Edouard, c'est un peu une série. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que la prochaine fois, justement, on fera un bot en mode un peu MVP sans coder. Donc on va utiliser des outils simples. Et après, on fera un troisième workshop au moins, où on mettra un peu les mains dans le cambouis, où on fera un peu de code. Voilà, on va vous préparer tout ça. Et puis on verra ce qu'on fera après. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, maintenant on peut prendre toutes vos questions. Si vous avez fait des bots, vous voulez partager votre expérience, si vous voulez vous lancer, vous ne savez pas par où commencer. Déjà, merci on vous à vous. Écoute. Bravo. Voilà. Alors, qui a des questions? Oui, bonjour, donc c'est Loïc. Je développe pas des chatbots, je fais des scrapbots pour scraper. Voilà. C'est à peu près pareil, enfin bon, voilà. Il y a un truc intéressant, j'ai entendu, c'est 5 itérations maximum avant de saouler la personne qui est en face, c'est ça? C'est-à-dire qu'au bout de 5 échanges, la personne s'en va. Ça, c'est super important. Ça. Nous, c'est une limite qu'on s'est fixée à titre personnel. Après, objectivement, tu fais ce que tu veux, ça dépend. En fait, je pense que obtenir une action, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est quoi la valeur ajoutée de ton bot versus le nombre d'actions qu'il faut pour avoir la valeur. Ok, si genre je te dis il faut que tu fasses 20 interactions avec un bot pour gagner $1 million, je pense qu'il y a plein de gens qui font 20 interactions. En revanche, si je te dis il faut que tu fasses 20 interactions pour avoir le trajet qu'il faut faire entre ici et Wagram, tu as perdu tous tes utilisateurs. Donc c'est corrélé, mais on va dire que de manière générale, 5 interactions, je pense que c'est un maximum, quoi. Nous, c'est une limite qu'on essaye de se mettre chez Recast, et si on peut faire moins, on fera directement moins, et c'est un truc où on pousse les clients et les métiers dans les boîtes avec qui on travaille en disant bah non, là, on va pas le faire, ça sert à rien que vous nous payiez $50 000 si c'est pour que ça marche pas, quoi. D'accord, merci. Ouais. Moi, je vais être provocateur, mais je pense que vraiment, 1-2 interactions, tu peux obtenir un résultat assez vite, quoi. Faut être agressif, quoi. Salut, d'abord, merci pour Talk, c'était super. Moi, j'ai une question en fait au niveau des langages. Est-ce qu'il y a un langage qui est plus simple pour faire un bot ou peu importe? Par exemple, sur Messenger, je sais qu'on peut utiliser différents langages, justement avec les API de Facebook. Est-ce que vous avez des recommandations ou pas? De manière générale, tout est API, donc après, peu importe le langage, faites comme vous voulez. Nous, à titre personnel, encore une fois, on est très JavaScript. Donc la majorité de ce qu'on met à disposition, c'est du JS. Je pense que c'est quand même un truc qui se passe un peu en ce moment. C'est JS, c'est trop bien, forever. Donc il y a énormément de tutoriels en JS, ça marche très bien. Je pense que c'est assez fait pour, mais je sais pas si demain tu vas chez BNP Paribas, Crédit Agricole, tu vas tomber sur des data scientists qui font que du Python. Donc, mais bon. C'est des API, hein. C'est pas très compliqué, de toute manière. Merci. Moi, je dirais JS aussi. Je pense que c'est le langage qui est fait pour faire du real-time, pour faire du messaging. Toutes les boîtes qui sortent des produits de ce type-là font comme JS. D'autres questions? D'autres questions, ouais. Bonsoir. Je voulais savoir si, je ne sais pas si ça existe déjà et si c'est souhaitable, s'il est possible, j'imagine qu'à un même moment, différents utilisateurs peuvent se poser les mêmes questions, que les utilisateurs se répondent entre eux sur un chatbot. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que, en tant que, je pose la question en tant que marque, si demain j'ai une marque, une plateforme, est-ce que je peux en tirer quelque chose en termes de temps, d'efficacité? Alors, a priori, ton chatbot répond plus vite qu'un humain. Donc, Ce serait une sorte de, un peu forum. Voilà, chatbot, c'est instantané. Hein. On va dire, t'es en dessous de la milliseconde, ce qui est humain. Contrairement, par exemple, à la voix, si on part sur des produits comme Alexa ou Google Home. Donc, je pense que le chatbot va toujours plus vite que même n'importe quelle personne qui est dans la conversation. Après, en fait, ça, c'est aussi dépendant de la plateforme dans laquelle tu es. Typiquement, tu peux pas avoir des chatbots dans un groupe sur Messenger, chose que tu peux avoir sur Slack. Donc, ça va aussi dépendre de ton canal de communication. Mais oui, a priori, complètement. Parce qu'il me semble que j'en avais entendu parler sur tout ce qui est un peu business model de box. Il y a des communautés fortes qui sont créées. Ah oui, pour créer une communauté, bien sûr. Mais encore une fois, tu es limité par le canal sur le fait que est-ce que tu peux avoir un bot qui appartient à une conversation avec plusieurs personnes? Et ça, mine de rien, il n'y a pas tant de messageries qu'ils font. Je crois que tu as Slack, mais Slack, c'est collaboratif par défaut. Je crois que la seule application de messagerie, entre guillemets, en one-to-one qu'il fait, c'est Line, au Japon, qui peut inviter des bots dans des conversations. Mais sinon, à chaque fois, tu dialogues que tout seul avec un bot. Tu peux pas inviter un bot à une conversation, dans un groupe que tu as déjà créé avec tes amis dans Messenger. Par contre, j'ai vu un bot où tu dialogues toi personnellement avec le bot, mais toutes les autres personnes qui dialoguent en même temps avec le bot, en fait, ils font passer la communication en fait
Donc quand tu dis start, je sais pas, il y a un moyen de lancer le truc, mais quand tu dis start, tu interromps le bot et puis on te relaie tous les messages de tous les gens qui sont là. Donc ça fait une espèce de chat room sous le nom du bot. Franchement, c'est assez horrible comme expérience parce qu'il y a des milliers de messages qui défilent avec sans les visages des gens. C'est des petits hacks, des gens qui testent des choses, mais bon. Faut attendre effectivement, peut-être qu'un jour Facebook permettra d'inviter un bot dans un groupe et de gérer une discussion de groupe, etc. On verra la F8 18-19 avril. Je viens juste de penser, on avait fait un bot pour Arte l'année dernière, justement complètement collaboratif. Donc en fait, tu pouvais checker la grille de programme et en fait t'abonner à un programme. Et les personnes qui étaient aussi abonnées à ce programme, du coup, tu pouvais réagir au programme et le bot renvoyait les réactions de tout le monde à la communauté. Mais encore une fois, tu es en one-to-one, tu n'es pas dans une chatroom. Mais du coup, ça faisait un chatbot en fait collaboratif où tu voyais les réactions et les gens pouvaient, je sais pas, genre tu regardais un truc sur les éléphants en Afrique et tu disais, je sais pas, tu poses une question et en fait, les gens voyaient la question et tu pouvais y répondre. Et tu t'avais créé une chatroom directement dans le chatbot, par programme. Chatbot Twitter, quoi. C'est ça, exactement, Okay. Exactement pareil. J'avais une question plus sur les médias. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Guardian et vous avez dit que ça augmentait de 100% son temps de lecture. Je voulais savoir si c'était le temps de lecture sur le bot ou sur les articles. C'est sur le site. D'accord. Donc, par exemple, un temps moyen de lecture et c'était pourcentage 100. Ok. 2 fois plus. Ok. Et sinon, j'avais une question par rapport aux médias. Quel est leur intérêt justement? Bon, vous avez évoqué ça, mais plus largement, quel serait leur intérêt à développer vraiment les chatbots? Il y en a qui lancent un petit peu en France, aux États-Unis, ça avait bien marché, mais je pense que c'est pas encore très clair de savoir vers où se diriger, quoi. Je pense que le truc le plus simple d'explication, c'est maintenant les gens vont même plus sur les sites, ils sont sur Messenger, ils sont sur Facebook. Okay, donc en fait, vous lisez les news sur Facebook. Et c'est ce que je vous montrais sur le premier slide, c'est qu'en fait, les gens sont même plus sur Facebook, ils sont sur Messenger. Donc en fait, vous pouvez directement toucher les personnes sur Messenger. Et c'est un truc qui marche extrêmement bien parce qu'en fait, vous êtes dans une conversation, vous pouvez avoir des push notifications pour dire, je sais pas, tiens, politique en France, voici les dernières nouvelles. Donc vous allez le lire. Et pourquoi en fait ça drive les gens vers le site, c'est que Messenger, c'est un outil de conversation, donc c'est des short sentences, okay, donc c'est super court. Donc en fait, tu te dis, tu vas juste donner la headline de ton article et après tu vas avoir un bouton qui redirige vers le site et là ça te drive du trafic directement sur ton site web avec de l'affichage de advertising, plein de choses. Et je pense qu'à terme, on va pouvoir arriver sur un modèle de subscription directement dans ton bot ou toi, parce que tu as payé, je sais pas, ton abonnement au Monde, tu as accès à tes articles premium alors que les autres l'ont pas, par exemple. Donc, encore une fois, je pense que voyez Messenger comme un outil où vous pouvez toucher demain 1 milliard de personnes. C'est ça, hein, c'est juste, vous avez à la portée de main plein de gens, vous pouvez partager le bot, ça peut toucher plein de gens et automatiquement les gens ils n'ont pas besoin d'acheter une application, d'ouvrir une application, de télécharger, d'aller dessus. C'est ultra rapide et ultra impactant, surtout sur une population jeune. Et ça peut driver de nouveaux usages. Après, moi, ce que j'ajouterais sur le scénario news, c'est que pour l'instant, CNN, TechCrunch, ils poussent leur contenu sous le format d'un chatbot, sous le format d'une discussion, parfois un petit peu changé pour que ce soit plus simple, plus court, plus rapide. Mais c'est pas encore la promesse complète du bot qui est vraiment de poser la question aux utilisateurs, mais t'es qui, tu veux quoi? Donc on peut, en fonction de ce que choisit l'utilisateur, il clique tout le temps sur les articles politiques, donc c'est un fan de news politique, c'est une chose, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà sur l'appli mobile ou sur le site web. Vraiment, la promesse de la messagerie, pour moi, c'est vraiment si on arrive à développer un agent intelligent un peu bien foutu, c'est de commencer à poser vraiment des questions et de nouer une relation assez forte en fait avec les utilisateurs et de leur pousser de la news toujours plus personnalisée, toujours au bon moment, toujours liée à là où il est. Voilà. Il faut arriver à s'imaginer ça en fait. Juste raconter un petit use case qu'on fait avec un journal français, je ne vous donnerai pas le nom, qui n'est pas du tout pusher des news. C'est un chatbot pour les élections présidentielles, donc il va sortir bientôt. L'intérêt est assez simple, c'est quels sont les candidats et quels sont les programmes des candidats. Donc sur chaque, on a défini 8 verticales qui étaient importantes, genre écologie, immigration, sécurité, trucs assez classiques. Donc ça c'est juste informatif, c'est super simple, mais alors là où nous on va un tout petit peu plus loin, c'est qu'on va demander à la personne à la fin de la conversation pour quel candidat elle pense que quel candidat va gagner.
Ben, c'est juste, on ne demande pas pour qui elle va voter, on demande juste qui est-ce qu'elle pense va gagner. Et en fait, ce qu'on a défini avec le journal avec qui on travaille, c'est qu'on a toute une ligne éditoriale qui va suivre le chatbot du moment où il va sortir jusqu'à la fin des élections, pour en fait faire une analyse, on va dire, des gens qui votent en fonction du nombre de personnes qu'on aura, en fonction des tranches d'âge, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer via Messenger. Et on va faire, c'est un peu l'analogie de, en fait, tous les journaux se sont trompés aux États-Unis, personne n'a vu Trump arriver. Ok, essayons de voir vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on va faire en fait une ligne éditoriale suivant ça. Donc, encore une fois, c'est pas forcément je push de l'information, mais on peut avoir des insights assez intéressants sur une tranche réduite de la population par rapport à un événement qui arrive. Bonjour. Alors moi j'ai une question assez spécifique. Tout à l'heure vous avez dit que quand on crée un bot, ça peut être au service d'une application ou de quelque chose. Et en fait j'aurais bien aimé savoir si c'était possible d'identifier un utilisateur. Par exemple, s'il a fait sur Facebook Messenger, par exemple, s'il a fait un Facebook Connect sur mon application, est-ce qu'après on peut savoir que c'est la même personne qui est sur le chatbot et lui répondre de manière assez spécifique par rapport à ce qu'il a fait dans mon application en fait. Tu veux dire juste pour... Attends, donc la personne a fait un Facebook Connect, et où est-ce qu'elle est? Elle a fait un Facebook Connect sur mon app. Sur ton application, mobile iOS ou Android. Ok. Et ensuite, elle va interagir avec moi sur mon chatbot. Alors j'aurais aimé savoir si... Enfin, je sais pas si c'est possible. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas, mais a priori, tu récupères un ID unique de Messenger par rapport à la personne qui te parle, qui est connectée. D'accord, elle a un numéro, on est tous fichés par Facebook. Newsflash. Et du coup, a priori, je pense que tu peux le faire. Au pire, tu as toujours l'email adresse, qui a priori un identifiant unique qui appartient à Messenger parce que c'est vérifié par Facebook. Hein. Donc il n'y a pas plusieurs personnes qui ont la même email adresse. Et toi, si tu stores ça en base de données de ton côté, tu es capable de faire ce que tu veux derrière et d'identifier la personne, de même reprendre la conversation. C'est des choses qui vont bien sûr se faire. Vous n'avez jamais fait de choses qui interagissent justement avec... peut-être que... J'ai pu le faire en fait, et en fait l'ID Messenger et l'ID Facebook, c'est deux ID différents. Et du coup en fait, comment on a fait nous, c'est-à-dire que quand on interagissait avec la personne sur Messenger, on récupérait en fait des informations sur elle, dont la photo de profil Facebook. Et dans la photo de profil Facebook, il y a son ID Facebook. Donc en fait, on découpe après l'URL. On prend l'ID Facebook et avec l'ID Facebook, on va le parser en fait dans le graphe API Facebook et on récupère les données. Pour l'instant, c'est le seul moyen que je connais et il n'y a pas d'autre moyen pour récupérer en fait l'ID Facebook ou l'ID Messenger, vice versa quoi. Je sais qu'avec une sortie récente de Messenger, tu peux, je ne sais pas si tu parles de lien là entre ton appli et Messenger, mais tu peux maintenant ajouter des query strings en fait dans ton lien pour récupérer la data en fait dans Messenger, ce qui n'était pas possible avant parce que tu avais juste une adresse, voilà. Donc au moment où tu commences la conversation dans Messenger, la plateforme aussi te décompose un peu ce qu'il y avait dans la query string et comme ça tu peux continuer avec ces infos là. Je suis sûr qu'il y a moyen de bricoler des ponts dans tous les sens, hein. Mais bon, faut lire les docs à fond. Je veux juste rebondir sur le fait que application versus Messenger, moi je suis pas sûr que faire un chatbot dans une application mobile, ça soit la bonne solution. Le but étant justement de s'abstraire de l'application mobile. Mais c'était justement... Non, moi c'était pas ça en fait. C'était faire un service supplémentaire sur un chatbot. Mais juste savoir que c'est... Mais avoir le lien vers le... Cet utilisateur-là, c'est le même en fait. D'accord. Pour pouvoir lui répondre de manière spécifique. Ouais, bonsoir. Moi, j'avais une question justement sur cette phase d'apprentissage du chatbot. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, vous avez des métriques sur la data minimale qu'il faut avoir? Est-ce que, la deuxième question, est-ce qu'il y a aussi des data publiques, des sets de data déjà prêts qu'on pourrait utiliser ou, je ne sais pas, un ensemble de questions qui sont déjà, enfin, je sais pas, un set des scénarios de chat qui ont été déjà faits, quoi. Je ne sais pas si j'arrive à... Alors, plusieurs questions. Donc, a priori, donc typiquement, pour le coup, ça c'est une grande force d'Eureka, c'est que la plateforme elle est collaborative. Donc tu peux utiliser des bots qui sont déjà présents sur la plateforme et les forker à la manière de GitHub ou forker des intentions qui sont déjà préfaites. Deuxième point, pour entraîner le chatbot, ça dépend des services. Pour ne pas citer un grand américain en 3 lettres, Blue, a priori il faut 20 000 phrases par intent. Chez Recast, il n'y a pas besoin de ça. Tu fais 10 phrases, ça marche très bien. Donc ça dépend des services.
Okay, nous, par exemple, typiquement, tu as 10 phrases, tu as un très bon bot. Tu as 20 phrases, tu as un bot qui est vraiment très bien. Tu as 50 phrases, tu as un bot pour un CAC 40, grosso modo, mis en production. Okay. Après, ce qui est important, typiquement, je prends le cas de Recast, encore une fois, c'est que, mais si tu vas sur API, Louis, c'est pareil. C'est si tu dis je veux manger une prune, je veux manger une poire, je veux manger une pomme, c'est la même phrase. Ça sert à rien de les mettre. Okay. La manière dont il faut rendre ton bot, toi, intelligent, c'est donner des structures de phrases différentes. Donc c'est formuler différemment une intention. Et va en trouver 50. Je peux te dire que quand tu en as fait 50, a priori, tu as fait tous les cas possibles. Donc nous, on est capable d'extrapoler après à des milliers de phrases et on couvre tout. Donc, l'apport de ça, généralement, ne vient pas de datasets que tu trouves, parce qu'en fait, c'est des conversations que toi, tu as. Donc, en fait, tu vas typiquement extraire tes conversations que tu as avec un call center sur du support client pour faire ton bot à partir de ça. Donc, en fait, c'est toi qui apportes la connaissance métier là-dessus. Nous, Dieu merci, on l'a pas, encore une fois, sinon on ferait tout. Et tu vas construire ton bot sur ces logs que tu as ou tes logs que tu imagines. Et c'est pour ça que dans la conception d'un bot, donc a priori, la première, c'est quoi le flow, deuxième, c'est développement, troisième, c'est test and train. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait chez Recast qui est extrêmement important. Si on va nous tester le bot en interne pour vérifier qu'il comprend bien tout, parce que déjà, moi, je ne formule pas la même chose que mon voisin. Une fois qu'on a fait ça, on va tester avec généralement le client en interne, on va dire une centaine de personnes. Là, on va voir déjà ce qui en ressort. Encore une fois, il y a plein de manières de formuler quelque chose. Et dernière phase de test, on sélectionne 100 bêta-testeurs choisis par le client pour tester le bot en amont. Et on va encore vérifier que le bot a bien appris. Et la dernière partie, c'est une fois que le bot est en production, c'est pas là que s'arrête l'entraînement. Comme une fois que tu as sorti un site web, une fois que tu as sorti une application, tu as quand même du monitoring et patcher, faut avancer, faut modifier des choses. Et donc tu monitores ton chatbot, d'où les analytics dont je parlais au départ, pour continuer à l'entraîner et le rendre meilleur sur le temps. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous avez une méthode pour savoir quel ton donner au bot, surtout quand il ne s'adresse pas à des jeunes qui ne peuvent pas se contenter de Kikoulol, Smiley et que c'est plus des professionnels dans le B2B? Faut demander à ton équipe marketing. Nous, objectivement, on a toujours l'équipe métier qui va nous aider sur la résolution de problèmes et on a toujours l'équipe marketing qui va dire c'est ça le ton du bot parce que c'est le ton de la boîte. Okay, donc, je peux te dire que si tu fais un chatbot Hermès, il n'a pas du tout le même ton que si tu fais un chatbot Decathlon. C'est pas la même population. Donc, mais ça, encore une fois, nous, c'est pas notre métier. Donc, c'est aux équipes internes de nous dire qu'est-ce qu'elles veulent, comment on parle leurs clients, et nous, on va adapter le bot à ça. Après, si tu fais un chatbot, toi, dans ton coin, c'est à toi de voir c'est quoi la population pour adapter le ton à ta population. C'est là où je disais tous les métiers qui existent déjà en conseil, tu vois, créer une identité visuelle qui est liée à une marque, un ton, des visuels, tout ça, il faut le refaire aussi avec un bot. Il faut qu'il y ait des gens qui aient ces compétences pour aider les marques à faire ça pour un bot, effectivement. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont encore du vrai retour de bots qui ont beaucoup d'interactions utilisateurs pour savoir dire il n'y a pas qu'un ton, c'est pas monolithique ou il y a ça qui marche mieux que ça. Enfin, voilà. Mais c'est des choses qui vont arriver. C'est des compétences nouvelles à développer, effectivement. Bonsoir. En fait, j'ai eu l'occasion de tester quelques bots sur Facebook Messenger et un qui était aussi une application à part. Et en fait, j'ai toujours remarqué qu'à chaque fois, la conversation était très strict to the point. On poussait justement des boutons pour un peu fermer la conversation. On ne donnait pas la possibilité d'écrire à l'utilisateur. Et j'avais l'impression que c'était un peu un problème d'IA. Et je voulais savoir si justement il existait des contraintes ou des limitations à l'utilisation des IA sur les chatbots. Et à partir de quel moment on doit justement utiliser un IA Je pense que ça dépend principalement de ton use case, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup on va pas se mentir, hein, utiliser un service de NLP, c'est pas du tout la même chose qu'utiliser un service type Chatfuel. Okay, ça demande pas du tout les mêmes compétences en interne. Et encore une fois, très peu de gens ont cette expertise. Donc il y a un réel marché. Je rejoins Willem encore une fois sur tout ce qui est conseil. Personne ne sait rien faire. Et ce qu'on remarque, c'est que les grands corporates, ils sont là, je m'en fous. Genre, moi, je paye, juste tu me le fais. Donc ton use case va déterminer si tu fais un chatbot bouton ou un chatbot conversationnel. Moi, je reste persuadé que dans la majorité des cas, un chatbot conversationnel aura
apportera une plus-value parce que du coup, comme on en parlait tout à l'heure, ça veut dire que tu as peut-être des questions ouvertes auxquelles le chatbot peut répondre, et donc ça fait que ton chatbot il est plus intelligent. Je vais te prendre un exemple, tu vois. Imagine tu veux faire un bot qui veut réserver un billet d'avion pour Air France, pour une compagnie autre, genre kayak. Donc tu dis, ok, moi je veux, est-ce que tu peux me réserver un billet entre Paris et Londres la semaine prochaine, mardi, après 14h, pour 1000 €, pour moins de 1000 € avec Air France, ok. Va faire un chatbot bouton avec ça, tu as plus de 5 interactions. Okay, c'est quoi ta ville de départ, c'est quoi ta ville d'arrivée, c'est quoi ton prix max, tu veux quel siège, machin, c'est super chiant. Donc là, typiquement, la conversation a une énorme plus-value parce qu'en une phrase, tu peux tout choper. Et tu as toutes les informations contextuelles pour aller taper dans l'API d'Air France et trouver ton billet. Donc c'est pour ça, je pense que ça dépend de ton use case, ça dépend de l'image que tu veux donner de ton chatbot. Ça dépend aussi potentiellement de ta population. Peut-être que tu as des gens qui aiment bien cliquer, peut-être que tu as des gens qui aiment bien exprimer les choses par écrit. Je pense que, encore une fois, je ne veux pas du tout dénigrer les autres services qui ne font pas de NLP. Je pense que ce n'est pas la même population et ce n'est pas les mêmes bots que tu fais. Je reste persuadé que tu feras un meilleur site web sur OVH ou AWS et Azure que tu feras un site web sur Wix.com ou WordPress. Okay, c'est pas pour ça que les sites fonctionnent pas, hein, mais je pense que tu vas plus loin et que pour aller plus loin, c'est l'aspect intelligence artificielle qui est surtout scalable. Sur le long terme, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, hein, des règles. Vous allez faire un chatbot, ça a marché 10 mois, et après, votre client il va vous appeler, il va faire « je peux rajouter ça », et vous êtes « bah non, c'est compliqué ». Donc c'est peut-être plus dur de partir du canal IA, mais je pense que c'est ce moment-là où vous gagnez vraiment en expertise et vous allez avoir une vraie valeur ajoutée sur ce métier, sur le marché, qui, à mon avis, va valoir extrêmement cher. Et est-ce que justement la plateforme sur laquelle on met son chatbot peut générer ces contraintes-là? Parce que celui que j'ai trouvé qui était le plus conversationnel, c'était en fait une application qui était téléchargeable via le store. C'était Let's Do, je pense que vous devez connaître. Et j'ai pu tester les TechCrunch et tout et autres. Et en fait, c'était très basique en termes de conversation justement sur Facebook Messenger. Donc est-ce que la plateforme justement elle peut un peu brider la conversation? Bah, c'est le piège dans lequel tombent les développeurs en fait, parce qu'ils retrouvent en fait les éléments du UX qu'ils connaissaient, donc des boutons, des slides, des cartes, des listes. Donc ils transposent ce qu'ils ont fait. Enfin c'est normal, hein, on transpose ce qu'on a fait avant, on veut structurer. Donc mon bot il va avoir ces 3 services là, donc il faut que je les présente tout de suite. Bonjour, je sais faire ça, voilà, je fais une liste et puis après je fais des boutons, tu rentrais là-dedans ou là-dedans. Donc c'est aussi le piège, voilà. Donc il faut vraiment se dire, est-ce que je peux faire de mon bot juste une conversation? Je ne vais pas faire d'analogie avec des bots que peut-être certains connaissent, mais c'est un peu comme si vous lancez dans le créneau de l'IA et qu'en fait vous dites, je ne vais pas faire que des réponses automatisées, mais je vais avoir des humains. Okay, bah, c'est pareil. En fait, ça va extrêmement bien marcher au début, et puis à un moment, vous allez vouloir signer un énorme contrat à plusieurs millions, et vous êtes là, bah ouais, mais je ne peux pas avoir 1 million de personnes. Donc c'est pas scalable. Et c'est sûr que le chemin est beaucoup plus dur, vraiment. Hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus galéré. C'est pas trivial de faire un bot. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple que d'avoir un humain qui assiste derrière et qui va répondre correctement parce qu'on va lui pusher des informations contextuelles. Il va juste avoir à choisir. Mais objectivement, vous poussez pas les murs de la techno comme ça. Donc je pense que c'est bien de se prendre le chemin qui monte. Et quitte à ce que ça soit un peu plus dur, mais à terme, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire des choses qui ont réellement de l'impact pour les utilisateurs. Merci. Après, amuse-toi, fais les boutons, fais les trucs, voilà, et puis tu vois que c'est moche, en fait, tu vois que ça met 5 étapes, ou pas, hein, peut-être pas, mais tu verras vite, en fait. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon, je pense qu'on va terminer. Donc merci encore à vous pour votre retour d'expérience. Et puis donc rendez-vous à la prochaine session qui vous apprendra construire des bots. Construire des bots sans coder. Voilà. Donc chatbot 102. Merci. Merci à vous.